Mesdames et Messieurs, c'est avec plaisir que j'ai accepté de prononcer la laudatio de David Seitz à l'occasion de la remise de ce prix pour son film « Faim et abondance ». Je pense en effet que la remise de ce prix, le prix lui-même, est en cohérence avec ce qu'a été et ce qu'est encore aujourd'hui David Seitz, un humaniste concret qui cherche à améliorer les choses sans grande théorie, mais en cherchant le pourquoi des choses et le comment l'on peut les améliorer. Je connais David Seitz depuis presque 50 ans, puisque nous nous sommes connus à l'époque lointaine du service militaire, et nous avons fait ensemble la course des 100 kilomètres à l'école d'officiers. Nous étions 4 et je dois dire que c'est à travers ce type d'expérience que l'on découvre souvent la réelle personnalité de quelqu'un sous le stress, l'effort, comment est-ce que l'on se comporte, quelle est la capacité de dépasser des petites frictions de chacun d'entre nous. Or, à l'époque déjà, David Seitz avait une expérience internationale. Je me souviens qu'il m'a raconté que avant de faire la maturité, c'est-à-dire au tout début des années 1960, il avait déjà été guide de touristes japonais dans les villes d'Europe. À l'époque, être capable de percevoir les besoins de Japonais qui venaient pour la première fois, la plupart du temps, en Europe, et en même temps savoir faire partager aux autres les nécessités des touristes japonais, c'était quelque chose qui nécessitait une ouverture d'esprit certaine. En plus, il avait la capacité de dépasser les frontières culturelles, puisqu'il est de langue maternelle allemande, il a vécu dans un environnement francophone, et à l'époque déjà, ne serait-ce que pour conduire les Japonais, il devait leur parler, sinon japonais qu'ils ne maîtrisent pas bien à ma connaissance, ou pas du tout, pour être tout à fait clair, il devait leur parler anglais. Et il avait une approche pragmatique de la vie. Pourquoi ne pas cacher une petite anecdote qui était pour moi très sympathique. Une partie du salaire d'un guide de touristes à l'époque, c'était des commissions sur les dépenses que faisait le touriste dans tel ou tel endroit, et David nous racontait qu'il devait se lever 1h30 avant les touristes pour aller récolter des petits paniers dans les différents endroits où ils avaient passé. C'était la petite commission qui était destinée au guide et qui lui servait en grande partie de salaire. Après ces expériences partagées qui nous ont fait découvrir l'humanisme de David, mais aussi sa capacité de résistance, sa force, il y a eu toute une période professionnelle pendant laquelle je l'ai perdu de vue, je l'ai retrouvé ensuite dans les années 1990. Et la grande étape, ça a été son accession au SECO comme secrétaire d'État responsable de l'Office des affaires économiques au sein du département des affaires économiques que je dirigeais alors. Ça n'a pas été la période la plus facile de David Seitz. En effet, tous ceux qui connaissent les administrations, que ce soit la curie romaine ou l'administration fédérale, savent que les habitudes parfois l'emportent sur l'esprit d'initiative, et on se demande parfois si le Saint-Esprit n'a pas peur de pénétrer dans les administrations pour y apporter la fraîcheur de la nouveauté et l'audace du renouveau. En tous les cas, c'est comme ça que ça se passe dans l'administration fédérale. Lorsqu'on a décidé de fusionner 2 offices, il y a eu une très forte résistance parce qu'il y avait des traditions. Certains avaient l'impression qu'on cassait quelque chose qui avait été construit au cours des ans. D'autres avaient l'impression qu'on condamnait ce qui avait été fait jusqu'alors. D'autres, enfin, avaient des perspectives professionnelles qui étaient mises en cause par le changement. Bref, la résistance était forte. Et j'avais décidé à l'époque de trouver quelqu'un d'extérieur à l'administration pour éviter de donner le sentiment qu'il y avait eu une sorte de victoire d'un office sur l'autre. Et j'avais demandé à David Seitz, qui a tout de suite accepté, et pour montrer le style de la personne et combien certaines valeurs sont plus importantes pour lui que d'autres,
À la fin de la discussion, quand pratiquement l'accord était fait, je lui dis « Ah, j'ai oublié de te parler de ton salaire ». Il m'a dit « Aucune importance, on verra ce qu'il y a, il est certainement suffisant ». Et on n'a pas même parlé du salaire, il a vu à la première paye combien il était payé, parce que pour lui, c'était pas la chose la plus importante. La chose la plus importante, c'était de se confronter à la réalité de l'État, essayer d'apporter un souffle nouveau dans une administration, et c'est ce qu'il a fait. Parfois avec quelques imprudences de langage qu'il a payé chèrement par des attaques de l'un ou l'autre journaux. Et je repensais, en préparant cette courte intervention, que parmi ceux qui étaient le plus critiques, il y avait un conseiller national qui est ensuite devenu conseiller aux États, qui avait promis à cette réforme 6 mois d'existence et à David Sitz quelques mois de plus de survie au SECO. Entre-temps, ce conseiller national du conseiller aux États a quitté l'administration fédérale, quitté la politique fédérale, mais le SECO est resté. C'est la preuve que c'était une idée valable. Mais c'était une idée valable parce que David Sitz a montré, durant cette période, sa capacité de dépasser les petites contradictions, d'oublier tout ce qui était insignifiant dans les attaques et de toujours voir quelque chose de positif. Je me souviens, lorsqu'il y avait l'une ou l'autre campagne qui était menée, de m'être rendu dans son bureau pour sentir quelle était l'atmosphère et s'il avait besoin d'un appui. Non. Il disait, mais enfin, écoute, ça fait partie des choses normales de la vie, qu'on soit attaqué lorsqu'on a une fonction. C'est un aspect libéral. Un libéral est toujours sceptique à l'égard du pouvoir et imagine toujours que le pouvoir doit être d'une certaine manière flagellé. Mais il doit être ferme, mais il doit être flagellé pour éviter qu'on prenne le risque de confondre sa propre autorité avec l'autorité générale de l'État et de la société. Et après cette période au SECO, qui donc a été le fondement d'une nouvelle institution, David Sitz a réagi comme il l'a fait toujours, avec beaucoup de simplicité. L'expérience accumulée, la connaissance des pratiques dans beaucoup de pays du tiers-monde, notamment l'expérience, on en a parlé encore un instant, dans certains pays de la corruption, l'a poussé à se dire « Que peut-on faire pour que ce monde aille mieux ? Que peut-on faire pour que les Suisses comprennent mieux le monde ? Que peut-on faire pour qu'il y ait un peu plus d'humanité, de fraternité, au sens large du terme, dans ce monde ?» Bien, il a eu la réaction typique, classique, qu'il a toujours eu. Soyons efficaces. Commençons d'abord par maîtriser un instrument. Il est parti à New York pour faire une école de cinéma, à un âge où d'autres ne rêvent que de dire à d'autres ce qu'ils doivent faire. Il a été apprendre le cinéma, apprendre ce nouveau média. Et puis ensuite, il s'est dit, il faut maintenant mettre mes compétences dans ce domaine au service des compétences que j'ai acquises dans mon expérience précédente, et il a décidé de faire des films qui permettent de mieux comprendre la réalité, les avantages et les désavantages de la mondialisation, dont le film, qui a un succès certain, que vous honorez aujourd'hui, qui est Faim et abondance. Depuis 30 ou 40 ans que je m'intéresse aux problèmes du développement dans le monde. J'étais quelques années membre du conseil d'administration de la Banque mondiale, j'ai constaté que les théories ont évolué. Il fut un temps où l'on pensait qu'il suffisait d'élever le niveau d'éducation des pays en voie de développement pendant 2 générations pour qu'il y ait un décollage économique automatique. C'était la théorie, par exemple, de Michel Rocard qui disait « Si pendant 2 générations, un peuple atteint un niveau d'alphabétisation de plus de 70%, automatiquement, il se forme des élites, automatiquement, il se forme des entrepreneurs qui réussissent à transformer la société. » Eh bien, on a vu que ce n'était pas suffisant. Il y a des peuples qui ont atteint ce niveau d'instruction, je ne dis pas d'éducation, les deux choses sont différentes, d'instruction, et il n'y a pas eu d'automatisme. D'autres ont dit il faut, pour développer ce qu'on appelait le tiers-monde, le monde en développement, il faut créer des espèces de comptoirs, à l'image des comptoirs coloniaux qui avaient été faits par
créé par les Portugais le long de la côte d'Afrique et même dans d'autres régions du monde. Et à partir de ces centres de développement, on va faire éclater le développement dans toute la région. Ça a naturellement échoué, c'est pas possible. Il y a eu ensuite l'idée qu'il fallait des interventions d'en haut, dans plusieurs domaines, le domaine social, le domaine de l'éducation, le domaine sanitaire. Pour le moment que c'est mieux, mais même ça, on voit que ça ne suffit pas, qu'il faut encore d'autres moyens. David Seitz part d'une constatation. Il y a dans le monde assez de nourriture, il y a de l'abondance, mais elle n'est pas répartie et des gens meurent de faim, meurent de misère, les fameux pays qui disposent d'un revenu inférieur à $1 par jour. Alors, comment cela peut-il se passer? L'époque des grandes théories est dépassée, et ce n'est pas non plus dans la forme d'esprit de David Seitz de faire une grande théorie englobante qui échouera comme les précédentes. Il fait ce qu'on appelle, en d'autres secteurs de la science, une monographie. Au lieu de vouloir faire une synthèse, il fait une monographie. Et il étudie un secteur très particulier, qui est la distribution des céréales dans le monde, en partant des États-Unis, en étudiant cette agriculture productiviste, qui comporte aussi un certain nombre de dangers du point de vue de l'environnement, et en regardant à l'autre extrémité de la planète une agriculture minimaliste, ou en tous les cas de subsistance, mais qui développe quand même assez de production